À la sortie de Grasse, la nationale s'écarte à nouveau du parcours historique de Napoléon. C'est ici que débute le GR 51, l'un des sentiers de grande randonnée les plus spectaculaires de France. Difficile d'accès, ce chemin n'a jamais été goudronné. 30 km d'un parcours escarpé attendent le randonneur avant d'arriver au village de Serranon. Regarde la route historique, commencée ici. Ah ouais. Aujourd'hui, l'historien David Chanteran s'est lancé un défi. Réaliser cette randonnée afin de mieux connaître les conditions d'avancée de Napoléon sur ce chemin si difficile. Pour le guider, il a fait appel à Jean-Maurice Olivier, accompagnateur en montagne. J'imagine qu'à l'époque de Napoléon, ça ne devait pas être la même Alors chose. c'était pas du tout la même chose parce que non seulement les chaussures n'étaient pas équipées, mais en plus il y avait que 3 tailles de chaussures. Il y avait des petites, des moyennes et des grandes. Et surtout, il n'y avait ni pied droit ni pied gauche. Donc tu t'imagines, avec tout ça, il faut faire 50, 60 km par jour dans les conditions en plus extrêmes d'un mois de mars 1815. Donc il faut s'imaginer qu'il faut passer les petites rivières ou alors même dans la neige. Donc c'est vraiment un exploit surhumain que Napoléon a demandé à ses hommes. Et puis alors attends, nous, je sais pas combien ça pèse à peu près ton... Bon, là, avec ce que j'ai, là, j'ai 10 kilos, là. 10 kilos, eux c'était 30 kilos. Dans les 30 kilos, ils ont 2 paires de chaussures de rechange, ils ont 2 chemises, des chaussettes, un linge et puis quelques éléments aussi pour se soigner, donc un peu une sorte de sparadrap de l'époque. Cette randonnée est l'occasion pour l'historien de découvrir, grâce à Jean-Maurice, l'environnement dans lequel a évolué la colonne. Comme on est sur un milieu caractéristique, ce qu'on appelle la garrigue, souvent on a les plantes aromatiques, donc on peut avoir le thym et la sarriette, et il faut que je te trouve ça absolument. Justement. Ah oui, on a de la chance. Regarde, allez vas-y, sens-moi le thym, si ça sent pas... Oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Ah oui, magnifique ça. Alors ça, d'ailleurs, en décoction avec... du miel et du citron, ça te guérit le mal de gorge, c'est un antiseptique très très puissant. Donc ça, voilà, donc ça, c'est et donc ce que tu cherchais tout à l'heure aussi, ce que tu me disais, la sarriette, ah bah tiens regarde, il y en a ici, regarde la sarriette, alors là elle n'est pas en fleurs, en revanche, sens-moi un petit peu cette... Ah ça n'a rien à voir, il y a un côté un peu menthe. C'est vrai, on peut voir ça comme ça. Et donc c'est ça qui caractérise la garrigue. Alors c'est pas ce qui caractérise la garrigue, mais disons que ce qui caractérise la garrigue, c'est tout simplement avoir ce milieu très sec, assez ouvert, très épineux. Regarde, on a derrière aussi ici intéressant qu'on peut trouver sur la garrigue. C'est un rosier sauvage. Ah ouais, ça ressemble pas du tout à des roses, mais c'est un rosier sauvage. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'églantier. Là, on découvre la vie, comme le disait Jean-Maurice, vraiment au coin d'une pierre, au coin d'un bosquet. Et puis surtout, il y a un petit côté aussi un peu d'identification, parce que Napoléon, il a fait également cette route avec un guide de montagne, pour ne pas non seulement se perdre, mais aussi pour découvrir les endroits où on pouvait aussi se cacher. Parce qu'il faut toujours se dire qu'à tout moment, il peut être intercepté par une troupe royaliste. Donc il y a aussi cet aspect-là. Nous, on le découvre dans de très bonnes conditions, on a un plaisir qu'on partage, mais eux, ils avaient la peur en plus, de se dire qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter. Voilà, tu vas faire attention en remontant là. Après la garrigue, Pas glisser. c'est un paysage presque tropical qui s'offre à la vue. Allez, vas-y. Tu vas me donner ta main. C'est bon. Et c'est parti, super. Donc, c'est superbe. Ça, c'est une eau au départ qui est donc canalisée à l'intérieur du calcaire. Par précipitation et cristallisation, tu as en fait la mousse qui se transforme en pierre. Ça se calcifie. On l'appelle la fontaine pétrifiée, tu vois, ou la cascade pétrifiée. Bon, on s'en met un petit peu partout, mais c'est très très bon. Allez, vas-y. Cette eau de source provient des gorges de la Siagne.
Le chemin longe à présent le lit de ce cours d'eau. Il traverse ensuite la commune de Saint-Vallier-de-Thiers. Puis emprunte le flanc de la montagne. Tu vois là, David, là c'est un de mes endroits préférés parce que j'adore les endroits en falaise comme celle-ci aussi. En fait, on arrive sur la partie la plus ouest du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. C'est ici justement que se situent les Préalpes d'Azur. Et pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Alors, Préalpes, parce qu'on voit bien tous ces plissements. Et puis si on se retourne, tu vois, à l'horizon, on aperçoit la mer. Donc ici, tu as Fréjus, Saint-Raphaël. Et Saint-Tropez qu'on aperçoit aussi? Voilà, juste au bout là-bas, on a des petites langues de terre. C'est effectivement le Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez. Tu vois. C'est bien abrupt, hein. C'est très pentu ici. Ah bah là, il a dû en baver. Ah bah ils en ont bavé. Là, je te confirme, Napoléon et ses hommes, ils en ont tellement bavé, d'ailleurs que Napoléon, qui était encore à dos de mulet jusqu'à présent, est obligé de poser le pied à terre. Il se dit finalement que les choses sont bien plus difficiles qu'il ne l'avait prévu. Et sur le moral des troupes, ça va avoir un effet terrible. Parce qu'ils se disent que peut-être l'épopée est trop folle et qu'ils ne pourront pas arriver au but ultime qu'ils se sont donné. D'accord, ok, je comprends mieux. Il reste plus de 20 km avant d'atteindre le village de Serranon, où David et son guide vont bivouaquer. Le chemin suit une voie romaine reconnaissable à ses bordures de pierre. Après 2 heures de marche, les randonneurs redescendent enfin vers la plaine verte et fertile de Serranon. C'est donc l'église Gratte-Moine. Ah, c'est Gratte-Moine, c'est ici. Voilà, c'est là, c'est celle-ci. Ça tombe bien parce qu'en plus, Napoléon, tout au long des étapes, se signe. Alors, chez lui, c'est pas vraiment un aspect religieux, mais c'est plutôt superstitieux. D'accord. Notre épopée touche à sa fin. Tu vas voir les ruines du château de Serranon, où apparemment il aurait passé la nuit. Donc c'est là qu'on s'arrête. Voilà, on va passer la nuit ici. Après notre belle étape, là. Tout à fait. La nature a repris ses droits sur cette bastide. Il n'en subsiste que le corps principal et les ruines d'anciennes citernes. Lorsque Napoléon arrive ici, c'est une étape dantesque. Ils viennent de faire quasiment 60 km dans les conditions de cette époque, avec la peur toujours d'avoir un adversaire à portée de fusil. Et quand ils arrivent ici, ils se disent, mais ça là, on va peut-être se poser pendant un moment. Et en fait, non, dès le lendemain, il faudra repartir pour une nouvelle étape, peut-être même encore plus éprouvante. La nuit tombe sur les ruines de Serranon. Alors, complètement à droite de la Lune, on a un astre très très brillant. C'est Vénus. Jean Maurice réserve à l'historien une surprise en rapport avec Napoléon. Et donc, tu as Vénus, tu as la Lune, et on va garder justement cette grande ligne, ce grand axe, et là, on va tomber sur cet astre très brillant. Eh bien, cette planète, ça va certainement parler à Napoléon, puisque c'est la planète qui représente le dieu des dieux. Ah bah c'est Jupiter. C'est Jupiter. Tu vas regarder à gauche, légèrement en bas, à gauche, à peu près... Ah oui, je vois bien. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé donc le ciel que voyait Napoléon dans la nuit du 3 au 4 mars. Eh bien, il avait Jupiter pratiquement
à la même hauteur, la même latitude. À la même place qu'on l'a ce soir. Voilà, exactement. Ce qui est particulier avec Napoléon, c'est comme il est sur le qui-vive, et ben il est comme sur un champ de bataille, comme lorsqu'il était à Austerlitz ou à Wagram. Il dort à la belle étoile, emmitouflé d'une certaine manière dans sa redingote, et il a face à lui Jupiter. C'est ça qui est intéressant aussi. Pour moi, c'est complètement inattendu. Je me serais jamais imaginé en train d'étudier le ciel. Pour moi, je m'intéresse surtout au sol qu'on a pu fouler ou aux archives. Et là, être confronté au ciel, finalement, j'imagine aussi l'émotion qu'a pu avoir Napoléon et ses hommes face à un ciel qui les domine et avec lequel ils ont une certaine humilité.